Otep Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. J'aime bien écouter cette chanson du groupe Delta Group. Le titre c'est Sapio, qui a un très beau clip qui nous rappelle, ils nous mettent toutes les belles images, tous les beaux spots touristiques ivoiriens. Et j'aime bien regarder cette vidéo, j'aime bien écouter cette chanson qui est de l'ethnie, de la langue, j'aime plus dire ethnie parce que c'est péjoratif, hein. Apprenons à dire langue, de la langue BT, sud-ouest de la Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez bien, chère famille, chers amis, chères familles ivoiriennes, chers amis africains. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. L'optimisme africain, c'est ce qui nous aide à tenir. Donc tenons bon, les amis. Otep Otep à tous. Et bientôt fini la chanson. Wow, sabiwa, sabiwa, yeah, 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 yeah. Wow, sabiwa. Je comprends pas bien le BT, malheureusement. Je regrette. Ni les Sénoufo d'ailleurs. Mais je m'y mets, hein, j'apprends petit à petit. J'ai des notions maintenant en Sénoufo et en BT. Je suis fière de moi. Il n'est jamais trop tard. Alors, je répète, hein, c'est le groupe Delta Group, qui est un vieux groupe de chanteurs ivoiriens. Enfin, vieux, c'est pas vieux, ils sont pas vieux. Mais bon, ce n'est pas du zouglou, c'est pas de la musique contemporaine ivoirienne. Donc voilà. Voilà, on va arrêter là. Otep Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. L'optimisme africain, c'est ce qui nous aide à tenir. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo, toujours en pré-enregistré, et ça sera diffusé sur YouTube avant d'être diffusé avant de la partager sur mon compte Facebook parce que j'ai été bloquée. Je ne peux pas publier ni commenter. Donc voilà, ça sera rétabli normalement lundi, je crois.
Donc je fais quand j'ai un peu le temps et puis en fonction de mon inspiration aussi. Donc cette vidéo est une réponse à notre très cher frère panafricain, africain, Kanit, Kémy Séba, que j'adore de tout mon cœur. Je t'aime très 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 fort. Et justement, quand on aime des gens, il faut pouvoir leur dire certaines vérités et ne pas les induire en erreur. Ou s'il y a des gens qui se sont amusés à les orienter, à les induire en erreur, et c'est de notre devoir pour nous autres qui avons de l'estime et de l'amour, de l'affection, de l'amitié pour lui, de lui dire la part de notre part de vérité et de l'orienter afin qu'il puisse avoir le maximum d'informations, un chapelet d'informations, afin que dans ce chapelet, il puisse faire le tri et qu'il puisse, comment dire ça, et qu'il puisse décider de ce qui est sa vérité, de ce qui est la vérité. Donc voilà. Donc Kémy, en tant que j'ai 44 ans, je me permets, je vais peut-être te tutoyer dans ma vidéo, donc permets-moi, hein, parce que j'ai 44 ans et toi, je pense que tu as été dans la trentaine, bientôt proche quarantaine, tu dois avoir 38 ans maintenant. Et donc, je vais te tutoyer pour que ça soit beaucoup plus easy, plus convivial, plus simple pour nous, pour ne pas que ça soit très orienté ou très, on va dire, formel. Voilà. Donc, permets-moi de te tutoyer. Je te remercie d'avance. Si ça ne me permet pas aussi, je m'en excuse. Donc, Kémy Séba, pour commencer, je tiens à te dire que quand tu as fait ta vidéo de ton retour de la Côte d'Ivoire, moi, je suis une de tes, comme je disais, une de tes grandes fans. Hein. Je partage tout de suite tes vidéos. Je partage à tout le monde jusqu'à ce que ça saoule certains. Mais je partage parce que voilà, je suis proche, je me sens proche de tes idées, de ta façon de voir l'Afrique, de penser l'Afrique, de l'orienter autrement. Et donc, j'étais une des premières à pouvoir partager tes vidéos et puis à les, comment je peux dire ça, à les commenter deux fois quand certains sont très négatifs ou vont tout de suite à l'affrontement ou à la confrontation et critiquer pour critiquer. Moi personnellement, je trouve que ça n'apporte rien. Et donc vraiment une de tes super grandes fans. Donc avant de commencer mon plaidoirie, je vais dire honneur et gloire à tous nos morts, nos martyrs qui sont tombés depuis, on va dire, l'annonce du troisième mandat de M. Alassane Ouattara, donc depuis le 6 août. Mais les manifestations en tant que telles de la société civile ont commencé, je crois, le 13 ou le 14 août. Et donc, pour tous ces martyrs qui sont tombés, j'aimerais leur dire Otep, Big Otep à vous. Et vous êtes des dignes fils de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et votre court séjour sur la terre d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, ne sera pas vain. Et nous allons tout faire pour relever ce défi. Nous allons tout faire pour que vos aspirations et vos combats aillent jusqu'au bout. Voilà, ça déjà, honneur et gloire à eux, à tous ces martyrs. Et une pensée très profonde pour mon village, le village de ma grand-mère maternelle, Teiri, qui a été dévasté. Et j'espère que on va pouvoir les aider dignement, mieux, ils vont pouvoir s'organiser et puis rebâtir, on va dire entre guillemets, rebâtir les maisons qui ont été saccagées, brûlées. Donc voilà, j'ai pas reconnu le quartier où je m'amusais souvent, quand j'allais avec ma grand-mère ou ma mère dans son village, tellement ça ressemblait à un champ de ruines. Donc je tiens à dire à mes parents que je suis solidaire d'eux, et courage à eux, courage à eux, courage à eux, il faut qu'ils tiennent bon. Donc voilà, donc
Donc voilà, j'ai fait, oui, ça m'a choqué de voir mon village Teiré, le village de ma grand-mère qui ressemblait à un village fantôme. Voilà, un village fantôme. Donc voilà, donc il y a quoi à vous, il y a quoi à vous, mes parents qui sont là-bas sur place. Mon oncle a été touché par balle et bon, il a pas été touché à un endroit critique, donc son, sa vie n'est pas en danger, on va dire ça comme ça, heureusement. Voilà. Donc Kémy Séba, je pense que tu es assez très intelligent. Quand tu as fait ta vidéo, à ton retour, je me rappelle plus, moi je suis très nulle pour retenir les dates, hein, sauf les dates qui me tiennent à cœur. Quand tu as fait ta vidéo à ton retour de la Côte d'Ivoire, dès ton retour de la Côte d'Ivoire, quand tu as fait ta vidéo, Kémy Séba, j'ai écouté la vidéo au début, mais dès la première écoute, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Ça m'a fait tilt. Je dis, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait une pause, enfin j'ai écouté jusqu'à la fin, je l'ai partagé automatiquement parce que dès que c'est toi, je réfléchis pas, je le partage, comme quoi. Et en ce moment, je l'ai partagé pour la garder parce que je sais où aller chercher, mais bon, voilà, pour ne pas perdre du temps, je l'ai partagé sur ma page. Et bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis l'après-midi, je dis non, je vais la réécouter cette vidéo parce que ça m'a paru bizarre quand même. Il y a un truc qui n'est pas passé. Et donc, je la réécoute après-midi, une deuxième fois. Et là, je dis, mais non, Kémy, quand même, il est trop intelligent pour ça. Il est trop intelligent pour se laisser, pour dire des choses comme ça. Alors, j'y réfléchis. Je laisse passer une nuit parce que je dis plus jamais je vais répondre aux gens à chaud parce que je n'aime plus faire les vidéos à chaud parce que je l'ai fait une fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Ça ne m'a pas apporté bonheur, on va dire ça comme ça. Et je veux plus que l'on me voie sous ce angle-là qui est une vilaine partie de moi que je ne supporte pas moi-même. Donc voilà. Et je regarde, j'écoute, je réfléchis la nuit. Je dis putain, c'est pas possible. Excusez-moi les gros mots. Je dis mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le lendemain, je me lève, je fais un post. Ah, j'aime bien ça, moi. Il y a des gens, ils ont les doigts à la gâchette facile pour les tweets. Moi, je suis pas très Twitter. Moi, c'est les posts. Je fais un post et je mets sur le post. Kémy, je t'aime. Je t'aime, Kémy Séba, je t'aime. Mais je ne sais pas par qui tu t'es fait manipuler. Par qui tu t'es fait manipuler, je ne sais pas. Tôt ou tard, on le saura. Parce que pour moi, visiblement, il y a des choses, l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu ne maîtrisais pas, que tu ne maîtrises pas, et tu t'es fait embarquer dans une histoire des xénophobies, de nord ou de sud, de Malinké, et de je ne sais quoi d'autre, le reste des ethnies de la Côte d'Ivoire. Je déteste le mot ethnie. Je dis, ah, c'est pas ça notre combat. Mais non, Kémy, t'as rien compris. Tu es allé pourquoi? Tu es allé pourquoi là-bas? Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi tu es allé là-bas? T'as rien compris? Non, mon gars, il y a un problème. Donc, moi, je te conseille, il y a eu déjà plein de frères qui ont sorti des vidéos pour t'expliquer, pour te donner leur vérité, leur part de vérité. Et c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit. Ils sont remontés très très loin dans l'histoire et ils ont sorti les choses point par point. Il y a la vidéo de Congo Domani. Je ne l'ai pas partagée, mais ça va être facile de la trouver. Il y a la vidéo de Madame Dédé May. Si je me rappelle le nom, normalement, c'est Dédé quelque chose. Il y a la vidéo de cette dame-là, parce que par rapport à moi, qui est âgée, donc il y a certaines choses qu'elle a vécues directement. Donc c'est vraiment, c'est pas la vidéo, comme on dit, intellectuelle, super travaillée. Non, non, c'est la vidéo qu'elle a fait avec son cœur,
pour dire sa part de vérité à elle. Et ça, c'est important de tenir compte de ce genre de personnes. Donc, il y a la vidéo, il y a elle, sa vidéo, il y a la vidéo de Congo Domani de Nzan Atom Blanc, radio, je ne sais plus trop. Et il y a la vidéo de Monsieur Tapé Groubera qui a fait cette vidéo en 2 parties où il relate les faits historiques et les faits actuels, point par point. Kémy, prends le temps, je ne sais pas, mais prends le temps, écoute ces vidéos-là. Ça va t'aider la prochaine fois à ne pas réduire, à ne pas mettre le conflit ivoirien, cette crise ivoirienne, cette guerre, pseudo-guerre tribale, à ne pas la réduire en guerre tribale justement, à ne pas la réduire à un problème de xénophobie. C'est très réducteur. C'est très réducteur, Kémy. Prends le temps d'écouter toutes ces vidéos-là. Prends le temps toi-même après de te documenter. Je fais plus confiance à Wikipédia parce qu'ils mettent ce qui les arrange sur voilà, sur Google et autres. Mais si tu as la possibilité d'avoir d'autres références, d'autres archives, prends le temps de te documenter. Le frère Tapé Groubera, justement, il donne Gallica, je crois, un site où tu peux aller pour télécharger en PDF des documents. Donc, Kémy, moi, je suis fille xénophobe. Je vais te parler avec mon cœur. Je ne vais pas te parler de façon intellectuelle, je n'en suis pas une. Je ne vais pas me... Voilà. Je ne vais pas me donner l'étiquette d'une pseudo-intellectuelle. Je n'aime pas ça du tout. J'aime les choses simples, que ce soit limpide, très clair, facile à comprendre. Pour les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller chercher des mots dans le dictionnaire. Tu sais comment sont nos populations. Donc moi, je me revendique de faire partie de cette catégorie des populations. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais je me revendique de ça. Donc ça va être ça va être un français courant, normal. Je vais te parler. Eh oui, je suis fille de xénophobe. Je suis la preuve vivante que en Côte d'Ivoire, il n'y a, je répète bien, il n'y a jamais eu de xénophobie venant de la part des Ivoiriens ni des Burkinabés. Jamais. Ni des gens soi-disant que vous appelez Malinké du Nord. Moi, je suis xénophobe, fille du Nord, de par mon père, de Sinématiali, de Pegeka. Je connais le nom au moins de mon village. Mon village, là, je suis allée au moins 2 fois, même si c'est loin. Et je suis fille d'une femme bêtée, de Gagnois et de Soubré. Permettez-moi de ne pas donner le nom du village de mes parents maternels. Parce que, voilà, comme je vous avais dit, il y a le village Teiri, déjà, côté Gagnois, qui a été attaqué. Et le reste, je vais protéger ma famille. Ok? Donc, c'est des gens qui ont toujours vécu en bonne entente, en bonne harmonie, qui se sont toujours mélangés. Parce que quand il y a la sécheresse au nord, les gens qui en ont marre de crever la dalle se déplacent. Ils vont dans le sud, ils vont à l'ouest, ils vont là où ils peuvent avoir une terre à cultiver, un logis, on leur ouvre les bras, on les accueille. Moi, mon père, c'est quelqu'un de moderne qui a fait des études dans le nord et qui est allé à Abidjan pour trouver du travail. Donc ma mère, il l'a rencontré comme ça. Ma mère étant de l'ouest, elle vivait à Abidjan parce que ses parents, ils vivaient, ils travaillaient. Donc Abidjan, c'est une plaque tournante, comme on a tendance à le dire. C'est une ville cosmopolite que les colons ont arrangé en fonction de leurs besoins. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont rendu Abidjan comme Abidjan est aujourd'hui. C'est le colon. C'est le colon qui a fait d'Abidjan sa capitale pour son commerce. De par la mer,
de par la voie ferrée qui va jusqu'au nord, jusqu'au Burkina, de par la mer et de par l'avion, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui était à l'époque le seul d'ailleurs. Voilà. Et de par le Ghana, à côté aussi, où le port était mieux développé à cause des Anglais. Voilà. Donc, on a toujours été dans notre différence, dans notre différente vision des choses, dans nos différences homogènes, un peu homogènes, plus ou moins. Le mot xénophobie, l'Africain ne connaissait pas. C'est le colon. Le colon qui a amené, qui a apporté le mot xénophobie. À chaque fois qu'il avait besoin de diviser des catégories de population, de les mettre en portefeuille pour pouvoir s'en servir, soit de sulbaptême ou pour pouvoir les manipuler, pour en faire des alliés, il sortait la carte de la xénophobie. Le mot xénophobe, la xénophobie ne vient pas des Africains eux-mêmes, autochtones ou pas. Et oui, les Français, le colon, très fort dans ça, très fort pour diviser. C'est ce qui a fait le succès, diviser pour mieux régner. Puis les Ivoiriens ont connu plusieurs vagues d'immigration. Les nationalités africaines différentes, le Ghana, le Togo, le Bénin, appelé le Dahomey, le Niger, le Nigeria, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Sénégal, et j'en passe. Comment un pays xénophobe peut avoir autant d'étrangers différents, pas une catégorie, mais différents, tous les alentours. Comment un pays xénophobe peut avoir autant d'étrangers différents? Presque 30% d'étrangers en Côte d'Ivoire, actuellement où je parle, en bientôt 2021, en novembre 2020. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2020. Presque 30% d'étrangers dans un si petit pays. 322 400 km². Un si petit pays. La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. Peut-être moins petit. Pas moins petit que... un peu plus grand que le Dahomey, mais c'est un petit pays. Et il y a 30%, presque. Il y a 26% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont xénophobes. T'en es sûr? Nous sommes xénophobes entre nous. Entre Sénoufo et Bété. Entre Baoulé et Dioula. Et Malinké, peu importe. Entre Burkinabé et Atié. Tu sais combien d'enfants burkinabés et Atié il y a en Côte d'Ivoire? Tu sais combien, Kémy? On t'a déjà dit. Des mélanges. Moi, j'ai jamais eu un petit ami ivoirien 100%. Jamais. Jamais. Mon premier petit ami, il était capverdien. Ivoirien capverdien. Avec un côté baoulé qui était mélangé au sénégalais. C'est compliqué, hein? J'avais eu un petit ami béninois. Moitié béninois. BT béninois. Comment vous voulez que ces gens de personnes-là soient xénophobes? Comment vous voulez que ces gens de personnes-là fassent la part des choses? Disent, ah, je suis béninois, ou non, je suis BT, ou je suis ivoirien. Ils prennent toutes leurs différences, toutes leurs différentes origines comme une richesse, comme moi je l'ai fait avec ma culture. Étant xénophobe, étant BT, je le revendique, mais tous les jours quand je peux, pour dire que c'est possible. Excusez-moi. Oui, c'est possible. Le mélange, c'est possible. Et les gens se mélangent. Ils n'ont pas besoin de permission pour se mélanger. Donc, Kémy Séba, le problème de réveiller la xénophobie en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est très réducteur de notre
crise actuelle que nous vivons en ce moment en 2020, depuis le 6 octobre, le 6 août 2020. Excusez-moi. Depuis l'annonce de M. Alassane Ouattara de briquer un troisième mandat, qui est une violation de notre constitution, les Ivoiriens se battent uniquement que pour ça. Les Ivoiriens sont sortis dans la rue depuis le 14 août dernier, 2020, que pour ça. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, qui a lui-même modifié la constitution, n'y a plus droit. On s'en fiche que M. Amadou Gon Coulibaly soit mort, paix à son âme. Je respecte la perte de sa famille. Mais cette mort-là ne doit pas être dépendante de la vie des 25 millions de personnes. Cette mort-là ne doit pas être dépendante de la vie, des tests, des lois de notre pays, des règles de notre pays. Ce n'est pas une loi à géométrie variable en fonction de la mort de quelqu'un dans un gouvernement, en fonction de la mort d'un membre du gouvernement actuel. Non. Et Kémy Séba, s'il y avait une chose à laquelle tu devais mettre l'accent, sur laquelle tu devais mettre l'accent, c'était bien sûr ce point-là, de la violation de la Constitution. S'il y avait une chose, j'ai dit, depuis que je fais, je dis, mais Kémy Séba, il est allé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire, mon frère? Tu es allé en Côte d'Ivoire, pourquoi? Quelle était ta plus-value en Côte d'Ivoire là? Qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne sais pas. Pour moi, c'est ça. Zéro. Aucune plus-value. Peut-être même ta présence sur le sol ivoirien et de l'avoir annoncé comme tu l'as fait, plutôt que de créer la surprise, mais tu l'as annoncé. Ça a encore renforcé la méchanceté de M. Dramane Ouattara. Il a verrouillé tout. Il a tout verrouillé sur le plan sécuritaire. Tu comprends? Depuis quand on va faire une révolution? On demande la permission pour avoir un terrain. Depuis quand? C'est ça, faire une révolution? Depuis quand on va faire une révolution? On demande la permission pour sortir. Hey, Kémy, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs se perdent là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et je n'ai pas compris jusqu'à présent. Je me pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a coupé l'herbe sur le pied de Kémy ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous remets la sauce que les Ivoiriens, on a tous ces problèmes en gros parce que à l'origine, on a toujours été xénophobe. Mais c'est faux. C'est pas bien. C'est pas bien de manipuler les gens. Parce que les gens qui ne connaissent pas les Ivoiriens, les Congolais qui sont loin là-bas, là, qui ne connaissent pas, ils vont croire que c'est vrai. C'est ce que d'autres ont fait. C'est ce que Ouattara a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et certains Burkinabés ont cru qu'on était vraiment xénophobes. Des Burkinabés qui n'ont jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire ont cru qu'on était xénophobes. Quand tu leur dis dehors que tu es Ivoirien, ils te regardent comme de la merde. Ah, c'est vous là, c'est vous autres là, vous n'aimez pas les autres. C'est pas bien. Parce que Ouattara a joué là-dessus. Et pourquoi Ouattara a joué là-dessus? Ouattara a joué là-dessus parce que le colon l'a instrumentalisé. Lui a dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est les mêmes recettes. Les mêmes ingrédients pour les mêmes recettes. Et ça marche toujours. C'était le prétexte pour pouvoir faire la guerre au peuple ivoirien. Il fallait bien trouver quelque chose. Il fallait bien trouver quelque chose. Dit que oui, les Ivoiriens, les gens du Nord, comme ils sont loin, ils sont ostracisés, ils sont discriminés. Mais c'est pas vrai. Toutes les capitales d'Afrique sont toujours loin de certaines zones. Toutes les capitales d'Afrique. Donc je comprends pas. C'est pas parce que les capitales sont loin que les gens sont forcément discriminés. C'est pas parce que le Nord est loin d'Abidjan que les Nordistes sont discriminés. C'est un faux problème.
il y a les infrastructures à améliorer, il y a les habitations à améliorer, il y a les hôpitaux, c'est partout. C'est dans tous les villages. Les villages du sud, là, n'ont pas été mieux lotis. Hein. Les villages de Bassam, Aboisseau et tout cela n'ont pas été mieux lotis. Mais c'est parce que les gens venant travailler sur Abidjan, ils avaient la possibilité beaucoup plus facile au niveau des transports de se déplacer pour rentrer chez eux et pour aller construire leur maison. Ils voyaient comment Abidjan était construit et ils voulaient faire de même. Mais les gens du nord qui se déplacent du nord pour venir à Abidjan, les routes sont tellement mal foutues qu'ils peuvent mettre des années à ne pas sans mettre le pied chez eux. Ils préfèrent construire sur place, étant à Abidjan. Demandez, Kémy Séba, demande aux gens s'il n'y a pas de nombreux gens du nord, des nordistes, qui ont des constructions partout dans Abidjan. Ils sont un des premiers propriétaires terriens à Abidjan. Demande. Si ça, c'est de la maltraitance. C'est pas la faute des gens du sud, c'est eux. Ils prennent pas le courage à demain pour aller construire des maisons, pour aller faire des infrastructures chez eux, dans leur région. Parce que tous les pays là, tous les pays du sud là, les Akans là, ils sont dans leur culture, ils se font la concurrence. Qui va avoir la plus belle maison? Voilà comment ils ont fait. Ils ont eu cette idée là et ils ont pu développer leur village, leur région. Voilà. Sinon, c'est pas l'État qui a fait certaines choses pour eux. C'est eux-mêmes. Localement, ils se sont organisés. Ils se font la concurrence. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est leur mentalité. D'autres ont dit c'est mauvais, mais moi je pense que dans un truc, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Et les nordistes, quand ils ont de l'argent, ils ont des biens, ils construisent sur place, là où ils sont. Je donne l'exemple de mon propre père, hein, qui est décédé à San Pedro, et qui a été enterré à San Pedro. Mais San Pedro, c'est pas chez lui, c'est pas le nord. Mais la plupart des nordistes fonctionnent comme ça. Là où ils meurent, c'est là qu'on